période actuelle pour le luxe mondial, qui est essentiellement dominé par le luxe européen, français, italien, c'est une période intéressante parce que, pour aller directement sur le sujet, c'est une période très difficile. Partout, le luxe souffre. Et il souffre pourquoi? Eh bien parce que il y a une sorte de remise à plat de la façon dont le luxe aborde le monde. Et c'est très simple. La remise à plat, elle porte sur quoi? Elle porte d'abord sur les frontières. Les frontières du luxe. Aujourd'hui, le mot luxe ne veut plus rien dire. Donc on ne sait pas qui est dans le luxe et qui ne l'est pas. N'importe qui peut arriver dans le luxe. Ceux qui croyaient que le luxe avait des frontières claires, parce qu'au fond, c'était des familles qui se connaissaient entre elles et qui avaient des habitudes, et au fond, tout ce monde-là était très, très serein, très sûr de son périmètre juridique, et puis tout a explosé. Et la crise remet à plat la définition même du luxe. Et c'est très bien. Il y a le vrai luxe, le faux luxe, le luxe qui se croit luxe, le luxe qui est luxe mais qui ne réussit pas. Des entreprises du luxe explosent. Christian Lacroix, par exemple, qui n'a pas trouvé d'actionnaire. Mais il n'y a pas que lui. Cavalli, Roberto Cavalli qui s'écroule, Escada qui disparaît, et bien d'autres qui sont en train de mourir doucement. Car dans le luxe, il y a très très peu de gens qui gagnent de l'argent. Il y a très très peu d'entreprises qui réussissent. Celles qui réussissent considérablement, mais la cohorte du luxe est faite j'allais dire de morts vivants, c'est un peu excessif, mais de vivants qui sont très franchement sous perfusion. Donc contrairement à tout ce qu'on peut penser, c'est un monde dans lequel il y a très peu de gens qui réussissent, beaucoup qui sont très malades, et un certain nombre qui sont en passe de disparaître. Ça, c'est évidemment un discours assez peu entendu, puisque c'est un univers dans lequel on a pour habitude d'être extrêmement content de soi-même, extrêmement heureux de sa performance, même si elle est nulle, extrêmement satisfait de ses produits, même s'ils sont ratés. Donc c'est un monde qui baigne dans l'autosatisfaction globale et généralisée, et qui refuse très souvent de voir la vérité en face. Et la vérité est très dure. Et la crise oblige à la vérité. Il y a des ténors qui gardent le cap et qui réussissent magnifiquement. Il y en a qui rentrent dans le luxe comme coach et qui réussissent très très bien. Parce que justement, eux, ils ont considéré que la crise leur donnait une véritable opportunité pour rentrer dans le luxe. Et ça, c'est passionnant. Regardez coach, arrêtons-nous sur coach, dont il ne faut jamais parler. Puisque coach, par définition, ne fait pas partie du luxe. Bien évidemment, sauf de mon point de vue. Mais coach, ce sont des Américains qui font fabriquer tout en Chine. Tout en Chine, 100%. Au début, ils étaient nationaux, listes, ils allaient aux États-Unis. Mais ils ont abandonné, c'est trop cher. Ils sont allés en Chine. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses très intéressantes. Alors, ce n'est pas du tout la même chose que ce que font d'autres qui font du cuir magnifiquement, mais que je ne citerai pas par pudeur, bien qu'on puisse reconnaître de qui on parle. Mais ils ont décidé de s'installer justement là où sont les grands, juste à la sortie, dans la rue qui est là en bas. Ils ont pris les location, disait Jonathan, qui a eu de bons professeurs. Eh bien, c'est la vérité, location. Ils se sont mis juste en bas de nous. Ça nous agace, ça les irrite. Il y a des procès, mais ils font très très bien. Ils réussissent magnifiquement bien. Alors, il faut se demander pourquoi. Ça, c'est intéressant. Eh bien, parce que ce qu'ils font est de qualité. Parce qu'ils ont une créativité très forte. Rassurez-vous. Certains diront, ils ne sont pas dans le luxe. Oui, enfin, eux disent, nous sommes dans le luxe. Qui a raison? On réfléchira. Ce qui est intéressant, donc, dans le monde que nous traversons, dans la période que nous traversons, c'est que cette crise remet en cause la définition des frontières. Cette crise remet en cause la définition même du luxe. Et cette crise ouvre de superbes opportunités. Car bien entendu que le luxe n'est pas dans les mains d'un monopole qui serait franco-italien. Bien entendu qu'il y a des écoles d'art en Chine, à Taïwan et à Hong Kong qui sont en train de préparer l'avenir. Bien entendu qu'il y a des gens qui sont en train de créer magnifiquement bien et qui vont nous gratter les mollets. Et c'est très simple, c'est très heureux. C'est très heureux cette concurrence.
Donc, non seulement il y a une crise actuelle, non seulement les affaires sont difficiles, mais en plus, il y a des opportunités. Et je dirais troisièmement, ce qui est absolument intéressant, c'est qu'on peut se poser la question sur les marchés. C'est la troisième remarque que je fais. Quels sont les marchés? Le marché le plus important pour le luxe, c'est l'Europe. Ah oui, mais c'est moins marrant d'aller à Francfort que d'aller voyager à Katmandou. Ça, je le reconnais. Mais malheureusement, c'est pourtant vrai. Le luxe est à Bruxelles. C'est moins drôle, je reconnais, que d'aller à Hong Kong. Même pour Ubi France. Le luxe, c'est sympathique, mais le luxe, c'est à Nice, c'est à Munich, c'est à Florence, c'est à Milan. L'Europe est le pays dans lequel il y a un marché considérable pour le luxe. Et le potentiel est d'abord en Europe. Ah, ça, c'est pas le discours qu'on entend. Le discours habituel est tout à fait différent. On vient de vous entendre parler de l'Afrique du Sud. Il n'y a strictement aucune chance de vendre du luxe en Afrique. Le marché est extrêmement petit. Je ne veux absolument pas polémiquer, mais ça me fait rire. Car si le marché de l'Afrique du Sud est intéressant, je veux bien qu'il soit intéressant, mais il est tout petit pour le luxe français. Minuscule, tandis que le marché de Bruxelles est considérable. Alors on peut aussi parler du marché d'autres pays. On a parlé de l'Ukraine. C'est sûr que l'Ukraine est un pays intéressant. Mais enfin, ce n'est pas le premier pays où il faut aller quand même pour le luxe, en Ukraine. Et puis on parle aussi du Kazakhstan. Tout ça est formidablement sympathique. De toute façon, le gros défaut du luxe, je vais vous dire, c'est qu'au lieu d'attaquer le dur, on attaque le beurre environnemental. Alors, qu'est-ce que c'est que le beurre environnemental? C'est celui où on se marre. Alors là, évidemment, il y a un marché, mais c'est anecdotique. Anecdotique, mes amis. Le vrai marché du luxe, il est là. Il est ici. Il est en Europe. Et puis alors après, il y a le Japon. Ah, le Japon n'a plus la cote. Ça, c'est la dernière nouvelle du luxe mondial. Le Japon n'a plus la cote. Alors c'est la Chine. La Chine que Jonathan connaît mieux que personne. Et d'autres. C'est vrai que la Chine est un marché potentiel pour le luxe. Mais si on raisonne avec un tout petit peu de recul, quelle est la véritable stratégie du luxe de demain? Eh bien, c'est de s'ancrer dans une certaine forme d'harmonie. Et oui, comment on définit l'harmonie? On définit l'harmonie à partir de la notion de risque. Et quel est le risque nul? C'est en Europe. Quel est le risque maximum? C'est en Chine. Quel est le risque nul? C'est au Japon. Le Japon est terre du luxe par définition. Le Japon est prometteur. Le Japon est ancré dans le luxe français. Ou le luxe français est ancré dans le Japon, j'en sais rien. C'est une affaire d'amour avec le Japon. En Chine, on n'en est pas encore à une affaire d'amour. Et quand Martin Luther parle d'aimer la Chine, elle a raison. Mais il faudra des années avant qu'on se comprenne bien. Tandis qu'au Japon, on est dans un échange culturel fondamental. On est dans une histoire énorme. Si je parle d'Hermès un instant, c'est une affaire d'amour entre Hermès et le Japon. Mais je pense que d'autres noms, d'autres marques peuvent être citées comme des maisons implantées là-bas. Et bien sûr, j'exagère en parlant de tous ces petits briques, de ces amis les briques, Brésil, Russie, Inde, Chine. Mais quel est le marché en Inde? Il est nul, le marché pour le luxe en Inde. Il est nul. Quel est le marché du Brésil? Il est petit. Il est tout petit. Quel est le marché de la Chine? Il est gigantesque, mais à terme. Quel est le marché à court terme? C'est l'Europe et le Japon. Et les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est un marché à risque considérable. On peut y mourir aux États-Unis. Le reste, dans le luxe, ils y sont morts aux États-Unis. Un certain nombre de gens. Et je vais vous dire qui, par exemple. Moi, j'aimais beaucoup cette affaire. J'aime beaucoup cette affaire qui s'appelle Fred. Et je ne peux pas oublier que la famille Samuel, qui était dirigée par un monsieur absolument génial, c'était monsieur Samuel, le père, un jour m'a dit, il n'y a pas très longtemps, il y a 14 ou 15 ans, il m'a dit, il avait une très belle affaire qui s'appelait Fred, l'affaire de bijoux. Et il m'a dit, je vais à Los Angeles maintenant, parce que mes fils m'emmènent à Los Angeles. Et j'ai dit, c'est génial.
Et il m'a dit c'est génial, mais je ne sais pas si ça va marcher. Il a perdu son affaire à Los Angeles. Il a perdu son affaire. Elle valait encore, bien sûr, mais il n'avait plus d'argent. Mais beaucoup ont perdu leurs affaires à Los Angeles ou à Dallas. Quels sont le nôtre, par exemple, qui était dans le luxe, quels sont le nôtre? Un type extraordinaire, un type génial. Il a tout perdu à Dallas. Toute son affaire, l'affaire a été vendue à Accor pour rien. Il a tout perdu. Les États-Unis sont le pays le plus dangereux du monde pour le luxe. On peut très bien vivre sans aller aux États-Unis. Et je veux dire qui vit très bien sans aller aux États-Unis. Les idées reçues, il faut les écarter. Les idées, tout le monde dit, il faut aller aux États-Unis. Erreur. Erreur totale. Inutile d'aller aux États-Unis si on n'en est pas capable. Exemple, Léonard Fashion, dirigé par M. Tribouillard. Très très belle affaire. Sublime affaire de luxe français, dont on ne parle jamais, bien sûr. Affaire sublime, appartenant à M. Léonard, à M. Tribouillard et à ses deux filles. Affaire qui gagne un argent fou depuis toujours. Affaire ultra connue dans tout le sud-est asiatique et le Japon. La seule entreprise française du luxe qui fait des kimonos. Les kimonos sont absolument connus là-bas. Monsieur Tribouillard, c'est une star au Japon. On l'arrête dans la rue. Évidemment, ici, inconnu au bataillon. Eh bien, combien de fois nous avons parlé ensemble des États-Unis? Combien de fois je lui ai dit, n'y allez pas. Et il n'y est jamais allé, parce qu'il est formidable. Et bien sûr, il est formidable. Il n'est jamais allé aux États-Unis. Il en est malade. Ça, c'est autre chose. Parce que son ego en prend un coup. Voilà. Parce que le problème de Dieu, c'est pas les égos des mecs. Comme ça. Donc, il faut qu'il soit à New York, y compris pour perdre chemise. Mais c'est pas une obligation. Absolument pas. Et la crise actuelle, puisque c'est ça mon thème, elle oblige à réfléchir à ces questions-là. C'est-à-dire exporter, oui, mais pas partout, et de manière step by step. Exporter, oui, mais où exporter? Quand on a peu d'argent, comme c'est le cas de maisons comme Gaultier, comme Léonard, comme la plupart des maisons de luxe qui ont peu d'argent, tout le monde n'est pas Hermès et tout le monde n'est pas Chanel, et tout le monde n'est pas Louis Vuitton dans le luxe. Il y a des gens qui sont obligés de faire des choix. Et ces choix, qui sont des choix nécessaires, nous obligent à être d'une modestie et d'une rigueur modeste totale, et donc on n'est pas obligé d'aller partout. Et quand j'explique ça, c'est d'abord parce que évidemment, à côté, il faut toujours avoir du recul et de l'humour dans l'existence, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aller en Inde. Je vous conseille du reste pas du tout d'aller en Inde. Et je vous conseille d'aller à Ménilmontant. Et bien voilà, je vous ai tout dit. Jonathan, il va encore avoir honte de vous. Ah si, Jonathan, je sais comment t'es. Tu m'invites, puis après tu le regrettes. Merci beaucoup, Christian. Alors, je suis très content de vous avoir donné le mot de fin et pas le mot de début, parce que sinon ça aurait été dur de parler derrière. On espère qu'il reste quand même des choses à faire. Moi, j'avais une toute petite question. Vraiment, je ne vous garde pas longtemps, mais Petit Bateau, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Alors, Petit Bateau, c'est pas du tout dans le luxe, ça n'a rien. Non, mais de l'aventure humaine. Petit Bateau, c'est une marque française absolument intéressante, avec une notoriété qui est de l'ordre de 100% sur un pays comme le nôtre. C'est une marque qui s'est complètement régénérée, avec une équipe créative très forte, et qui, au fond, est quand même une fierté, puisque c'est une marque qui fabrique en France, avec un nombre d'ouvriers et de chercheurs dans le textile qui est tout à fait extraordinaire. C'est une marque populaire. Aux États-Unis, vous avez parfaitement raison, mais globalement, quand même, c'est une marque dont la stratégie est d'être populaire et d'être accessible. Et dans le mot populaire, que j'utilise avec précision, il y a toute la fierté de dire que les clients Petit Bateau peuvent être aussi bien des clients du luxe mondial que des clients qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir une stratégie de luxe pour Petit Bateau, mais d'avoir une stratégie d'accessibilité. Et quand je dis populaire, ça veut dire populaire avec de la qualité autour, une qualité irréprochable. Je trouve que donc c'est une stratégie extrêmement intéressante. Et je ne comparerai pas cette société avec une société dans le luxe. Je crois que ça serait presque une erreur.
maintenant que dans certains pays, dans certains marchés, l'exportation française, parce qu'elle est de qualité, soit considérée comme de luxe, je dirais que ça, c'est une possibilité. Ce n'est pas exclu. Le développement, en tous les cas, à l'international d'une marque comme celle-là est considérable et le potentiel immense. Ça, c'est sûr. Surtout dans les pays étrangers, en dehors de l'Europe. C'est évident. Et effectivement, on peut rejoindre l'opinion que c'est une marque un peu plus chère à l'étranger. Mais stratégiquement, c'est une marque accessible. Si vous aviez des questions... Eh bien, je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Oui, allez-y. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Une question. J'ai des souvenirs d'il y a une vingtaine d'années où j'ai participé à des débats sur ce qu'on appelle le territoire des marques. Oui. C'est-à-dire savoir jusqu'où peut s'étendre une marque qui s'est créée historiquement dans un domaine ou dans deux domaines et qui, avec le temps, développe des gammes de produits qui sont plus périphériques par rapport au métier d'origine. Et j'aurais aimé avoir votre sentiment sur la réalité actuelle de ce qu'on peut appeler le territoire des marques, des grandes marques de luxe. Écoutez, je viens de réfléchir à cette question parce que je suis en train d'écrire un bouquin qui paraîtra en mars, qui est un que sais-je sur le luxe. Et j'ai justement choisi, c'est les 100 mots de luxe, j'ai choisi le mot territoire parmi les autres mots. Ça vous oblige à la réflexion. Le territoire d'une maison de luxe, je ne parlais que d'une maison de luxe, est un territoire extrêmement restreint. L'extension du territoire est quasi impossible. C'est-à-dire qu'il y a des territoires de légitimité dans le luxe qui sont, plus encore avec la crise économique actuelle, la crise mondiale, plus encore que jamais, ces territoires sont presque figés. C'est ainsi que chaque fois qu'on sort de son territoire, il y a de fortes chances d'échouer. Et que les marques ne sont pas extensibles. Et qu'avec une marque, on ne fait pas n'importe quoi. Permettez-moi de vous donner 2-3 exemples qui sont douloureux. Si on ne dit pas les choses dans la vie, si on a peur de les dire, ça ne sert absolument à rien de venir ici. Lalique, marque magnifique. Marie-Claude Lalique était la fille de René Lalique, son père. Et des gens, une famille, avec une culture, franchement, une des plus belles marques du monde en termes de cristal, en termes artistiques. Qu'a fait Lalique? Sous la pression d'un groupe financier, parfaitement respectable, au demeurant, ça n'est pas un jugement moral de ma part, loin de là. Il y a longtemps que j'ai dépassé ce stade. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait avoir plus de rentabilité, alors on s'est lancé dans des foulards. Des foulards Lalique. Bon. On s'est lancé dans un parfum, Lalique. Il a même fait du cuir, Lalique. Bon. Tout ça est une catastrophe, absolue. Tout ça a perdu tout l'argent qu'on veut. Bon. On ne peut pas, avec Lalique, aller vers des foulards. C'est pas possible. Impossible d'étendre. Rochas s'est mis, la marque Rochas, qui est une marque très connue et très importante, du temps de la famille Rochas, s'est mis à aller au Japon et a fait des licences avec des cigares, des n'importe quoi. Bon, catastrophe. Mais vous savez, réfléchissez aux marques qui réussissent. Regardez Louis Vuitton. Louis Vuitton ne fait jamais aucun compromis, ni avec les licences, ni avec l'extension de la marque. Louis Vuitton est allé vers prêt-à-porter, bon, c'est assez difficile, mais il en fait un peu. Louis Vuitton est allé vers les montres, ça marche bien. Enfin, c'est step by step, avec précaution. Les chiffres d'affaires ne sont pas énormes. Bon. Hermès est parti du métier de sellier, harnacheur, puis elle est allée vers le sac pour porter la selle. Donc il y a une espèce de logique qui fait que Hermès est entré petit à petit dans ses 14 métiers actuels. Maintenant, pour en faire un 15e, c'est pas possible. On n'y arrivera pas. Ou c'est très difficile. C'est extrêmement difficile. Regardez Esté Dupont qui fait des briquets. Esté Dupont s'est mis à faire des costumes. Bon, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, 4 ans. Pour développer la marque Esté Dupont, on a fait des costumes, du prêt-à-porter homme. Parce qu'ils se sont dit, les briquets, je ne sais pas les restes qu'ils se sont dit, je me demande. À la réflexion, je serais incapable de dire ce qu'ils se sont dit parce que je n'arrive pas à reconstituer la logique. Mais c'est vrai, je jure, je suis incapable d'expliquer ce qu'ils se sont dit. Bon. Mais ils ont dû se dire quelque chose. Et ils se sont dit, on va faire des costards.
mais c'est la canalité des costards Dupont. Il n'y a aucun d'entre vous ici, il n'y a pas un mec ici qui va aller s'acheter un costard Dupont, quand même. Il faudrait être complètement idiot. Et ben oui, évidemment, ils ne s'en sont pas achetés, donc ils ont fait la cata. Autrement dit, voilà exactement la vérité. La vérité, c'est que les marques de luxe ne sont pas extensibles. On peut évidemment les étendre un peu dans un territoire de légitimité, mais je vous jure que c'est un travail incroyable. Regardez Chanel, c'est magnifique Chanel. Il n'y a aucun compromis chez Chanel avec l'extension. Enfin, aucun. C'est juste superbe. Regardez Chanel. Allez voir une boutique Chanel. Vous verrez, il n'y a pas d'extension absurde, abrupte. Regardez Hermès, les extensions sont toutes lentes, toutes réfléchies. Hermès a connu des difficultés, moi-même chez Hermès, je peux le dire. Au moment où on a essayé de lancer un stylo, qui était quand même tout près de notre qualité d'écriture, on vend du papier, on vend des agendas, etc. Et bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'on s'y est mal pris? Est-ce qu'on n'avait pas le know-how? Est-ce que ça n'a pas marché? Donc c'est un acte, l'extension devrait faire l'objet d'un acte profond d'humilité, profonde modestie. On doit être horriblement modeste en luxe. C'est tout sauf le contraire. Il ne faut pas l'arrogance. C'est incroyablement dur de manipuler une marque de luxe. Les clients ne suivent pas. Voilà la réponse, monsieur. C'est une épreuve de modestie. C'est du reste comme ça dans la vie, souvent, mais là, c'est terrible. C'est terrible parce que la modestie devrait être la première caractéristique du luxe. Merci pour ces précisions. Je voulais juste dire que je fais partie des ringards parce que j'ai acheté un pantalon Denis sur une extension de territoire il y a toujours des gens qui font l'exception. Dans une des plus belles boutiques du groupe, au rez-de-chaussée des Tours Petronas à Koala. Oui. Et la boutique marche très bien, mais on est sur un marché asiatique. Oui. Non, et puis surtout, je peux dire des conneries aussi. Non, mais c'est vrai. Moi, je dis ce que je pense, mais ce que je pense, c'est pas la vérité, hein, nécessairement. C'est mon expérience dont je parle. Mon expérience m'amène à penser que l'extension d'une marque de luxe est une épreuve très difficile. Voilà. Et très casse-gueule, financièrement. Et très risquée. Et que je m'y risquerai pas. Mais si d'autres le font, pourquoi pas? Oui. Cher Président, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur le fameux bateau magnifique qu'a sorti Hermès? Non. C'est une marque de luxe qui maintenant se lance dans l'hôtellerie. Non. Je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Pour des raisons qui tiennent à la déontologie. Je ne suis plus chez Hermès et j'ai en plus dit à Hermès. Pour les autres maisons qui font des hôtels de luxe, vous avez vu maintenant, c'est des hôtels Missoni. Ah oui, alors ça, je peux donner mon avis. Mon avis est clair. C'est une énorme erreur. Alors, Missoni, hein. Le reste, je ne donne pas mon avis. Je ne peux pas. Ici. 15 ans directeur général d'Hermès, je peux donner mon avis sur ce que fait Hermès depuis 3 mois. Bon, mais c'est vrai que les hôtels Armani, par exemple, et en particulier l'hôtel de Milan, qui est un hôtel merveilleux, n'a rien d'Armani, sauf la salle de bain. Et dans la salle de bain, la partie Armani, c'est uniquement les shampoings. Et si vous voulez, je vous dise, il faut se poser dans le luxe une question, et ça vous amène à une question sérieuse. Comment, en fermant les yeux, je reconnais la signature? Car en fait, le luxe se sépare en deux. Il y a le luxe marketing et le luxe signature. Et le vrai luxe est certainement lié à la signature, pas forcément à les grandes boîtes, mais au fond, la signature de la personne seule, la signature qui engage une création, c'est vraiment, on approche d'une définition de luxe. Vous êtes dans l'hôtel Armani de Milan, c'est un très très bel hôtel, vous fermez les yeux, vous vous dites qu'est-ce qu'il y a, pourquoi est-ce que je suis chez Armani? Ben, vous ne pouvez pas me répondre. Vous n'êtes pas chez Armani, vous êtes dans un bel hôtel. C'est incroyablement dur d'expliquer pourquoi vous êtes chez Armani, dans l'hôtel Armani de Milan. Et je pense que c'est pareil pour Missoni. Et je pense que toute la question tourne autour de ça. C'est-à-dire que l'hôtellerie de luxe, oui, mais l'hôtellerie de luxe à partir d'une maison qui fait du prêt-à-porter, je ne sais pas très bien comment ça marche. Il va falloir que j'apprenne. Comment? Et Vuitton fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut depuis longtemps. Mais c'est très bien. Essayons.
C'est pas parce que Vuitton fait quelque chose qu'il faut trouver ça génial. Donc, si vous voulez, Vuitton fait ça, très bien. C'est un risque. On va voir si ça marche. Il y a un autre problème dans l'hôtellerie, entre parenthèses. Il y a le problème de la durée. Le luxe, c'est un management qui s'exprime dans la durée. Ce n'est pas le management de l'instant. Sinon, on quitte les fondamentaux du luxe. Et la question que je me suis toujours posée avec Jean-Louis Dumas chez Hermès, c'est est-ce que ce que nous faisons est pérenne? Et Jean-Louis Dumas, qui quand même, à mon avis, est le plus intelligent dans ce monde-là, je le dis subjectivement parce que je l'aime beaucoup, mais objectivement parce qu'il était mon boss pendant toutes ces années. Et que c'est vraiment un type exceptionnel. Mais la question que se posait toujours Jean-Louis, c'est comment est-ce que ce que je fais va durer? Comment je vais le réparer? Car la définition de luxe passe par l'idée qu'on répare un objet, qu'il s'améliore dans le temps, qu'il dure, et que en plus il dure, plus vous l'aimez. Plus il dure, plus vous vous habituez à lui, l'objet. Donc, est-ce compatible avec l'hôtellerie, ça? Ou vous avez un problème de service instantané? Je pose des questions. Franchement, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, je pense que c'est très difficile d'assurer dans le temps la perfection du service d'un hôtel. Assurer dans le temps la perfection de l'accueil. Quand on voit la difficulté qu'on a à assurer dans le temps la perfection de l'objet, on peut se poser des questions.